Donc je vais parler de dérivation de modèles pour les fluides multiphasiques. Alors je vais commencer par souligner une typo. Je ne vais pas parler d'un seul modèle, je vais parler de plusieurs modèles, donc j'aurais dû rajouter un S à la fin. J'ai laissé les transparents en anglais, mais je vais parler en français. Et je vais commencer par expliquer ce que j'entends par fluide multiphasique. Donc, l'objectif de ces travaux, c'est de décrire le comportement d'un fluide qui contient plusieurs composants bien identifiés. Alors, qu'est-ce que j'entends par bien identifié? Ça veut dire que pour chacun des composants, on va pouvoir définir un domaine où il évolue, dans lesquels il a des variables d'état bien définies. Alors des exemples comme ici par exemple dans la photo, ce qu'on va essayer de décrire, c'est ce qui se passe au-dessus de la vague, dans cette partie de l'image où on a un mélange d'eau et d'air. Donc les exemples classiques, donc, ce sont les flots violemment aérés, comme dans cette vague ici, ou des écoulements à bulles, le champagne ou le coca, ce que vous voulez. Et donc, pour reprendre une terminologie proposée par Laurent Desvillettes dans le cadre de la description des sprays, pour décrire de tels mélanges, il y a plusieurs possibilités. Donc, dans les sprays, typiquement, ce que vous avez, c'est une phase porteur qui contient une phase dispersée. Et selon la concentration de la phase dispersée, vous allez pouvoir essayer d'utiliser différents types de modèles. Si la phase dispersée est très dispersée au sens où vous avez très peu de gouttes, vous allez vouloir décrire le comportement de chaque goutte une par une. Et donc, ce que vous obtenez, c'est un modèle dit microscopique, où, par exemple, si vous supposez que les gouttes sont rigides, vous allez coupler des équations type Navier-Stokes avec des équations de Newton. Si vous commencez à avoir un peu plus de gouttes, de façon à ne pas pouvoir décrire le comportement de chaque goutte indépendamment, on va être obligé de décrire le comportement de la phase dispersée par un modèle statistique type équation de Vlasov, qu'on va coupler avec toujours une équation de Navier-Stokes pour décrire le mouvement du fluide. Et enfin, s'il y a de plus en plus de gouttes, de telle façon que la phase dispersée va devenir une vraie phase avec une importance volumique, une importance au niveau de la masse. Donc on ne va plus pouvoir considérer finalement qu'il y a une phase dispersée et une phase principale. Et on va être obligé de coupler deux équations type fluide pour chacune des phases et fermer ce type de système avec des lois de fermeture. Alors dans mon exposé, je vais parler de deux choses complètement distinctes. Je vais parler de passage du microscopique au macroscopique dans un cadre compressible. Et dans une deuxième partie, si j'ai le temps, je parlerai du passage de microscopique au mésoscopique dans le cadre ici où on suppose que la phase dispersée est faite de gouttes rigides. Donc, je commence par parler de la dérivation de modèles macroscopiques. Donc, le cadre est le suivant. Vous avez dans une cavité un fluide qui est fait de deux composants, typiquement, que je vais noter plus et moins. Et donc, chaque fluide est supposé compressible. Il occupe un domaine appelé Fk. Et son comportement est décrit par une densité, un champ de vitesse, une pression et un tenseur de déformation. Donc, typiquement, ce qu'on écrit, c'est l'équation de continuité qui nous donne la conservation de la masse à l'intérieur de chaque phase, l'équation de continuité des moments pour chacune des phases, et on va se placer dans le cadre compressible isentrope, où la pression est calculée par rapport à la densité par une loi qui est supposée donnée et qui peut être différente selon les phases. Et donc, dans ce cadre, on suppose que les phases sont mélangées à une échelle inférieure à l'échelle d'observation. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à décrire chacune des phases distinctement et à décrire l'interface. On suppose qu'en tout point, il y a une représentation de chaque phase, et on veut écrire un modèle moyenné pour le comportement moyen du mélange. Alors, ce que je vais présenter ici, c'est une méthode de dérivation qui est typiquement inspirée des travaux de Ishii ou de Drew et Spassman. Et donc, pour obtenir ce modèle moyenné, l'idée, c'est d'abord d'écrire un modèle étendu en étendant le champ de vitesse de chacune des phases et en pondérant l'équation satisfaite par chaque phase par l'indicatrice de la phase du domaine de chaque phase.
Alors, j'ai oublié de préciser, mais remarquez qu'ici, je n'ai fait qu'écrire l'équation pour chacune de phases, mais je n'ai pas prescrit de conditions d'interface. Donc, je n'ai pas écrit comment ils interagissaient à leurs interfaces. Donc, en particulier, quand j'écris ce modèle étendu, je n'ai pas de vitesse a priori pour l'interface entre les deux phases, et donc il faut que je rajoute ça comme inconnu du système. Donc ça permet d'écrire une équation sur toute la cavité pour chacune des phases. Et ensuite, comme on suppose qu'on a un mélange de chaque phase en chaque point, on va moyenner cette équation avec un opérateur de moyenne que je ne vais pas décrire plus précisément. On donne un opérateur de moyenne qu'on suppose linéaire et qui commute avec les dérivées. Donc ceci permet de définir une fraction volumique de chacune des phases, une densité moyenne, une pression moyenne, un tenseur de déformation moyen et une vitesse moyenne. Et donc quand on fait agir cet opérateur de moyenne sur les équations, on obtient un système qui ressemble au système dont on est parti. Mais en fait, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'on a envie de l'écrire sous cette forme-là. Et du coup, aux termes de droite vont apparaître des termes sources qui vont apparaître pour deux raisons. La première, c'est que vous aviez des termes sources dans votre équation étendue, donc vous allez avoir la moyenne de ces termes-là. Et vous avez deux types de termes qui apparaissent du fait qu'ici, vous avez des quantités non linéaires. Donc, quand j'ai écrit le produit ici, j'ai fait des erreurs que vous devez introduire dans le terme de droite. Donc, c'est ceux qui sont indiqués avec un exposant T pour turbulent. Et donc, c'est à ce moment-là, dans ce type de dérivation, c'est à ce moment-là qu'on va prescrire des lois pour chacun des termes supplémentaires qui sont introduits. Alors, typiquement, le gamma k ici va représenter le transfert de masse entre chacune des phases. Et ce fk ici va décrire le frottement d'une phase sur l'autre. Alors, une possibilité simple pour commencer, pour écrire ces termes-là, c'est de supposer qu'il n'y a pas de transfert de masse, que le frottement il est proportionnel à la différence entre les vitesses de chacune des phases, et on va négliger les aspects turbulents. Alors on obtient le système que j'ai écrit ici, et à nouveau, il va falloir prescrire différentes choses, typiquement la pression à l'interface que j'ai appelée Pk int, qui est la pression à l'interface de chacune des phases. Alors, normalement, ici, dans ce transparent, j'ai sauté une étape. Il y a une étape intermédiaire où chacune des phases a sa pression. Et finalement, ce que j'obtiens, c'est ces équations-là. Sans avoir le égal en plus, je devrais avoir deux équations, Pk égale Pk de ρk pour chacune des phases. Et donc, finalement, ce que j'ai, c'est 8 inconnus. J'ai deux fractions massiques, deux vitesses, deux densités et deux pressions. Et pour l'instant, je n'ai que 7 équations, donc j'en ai 6 ici, et j'en ai une supplémentaire qui est que, en tout point, la somme des fractions volumiques vaut 1. Et donc, il manque une équation, et il faut prescrire une équation supplémentaire, à nouveau en faisant appel à une hypothèse de modélisation. Et donc, une façon classique de fermer cette équation, c'est d'imposer l'égalité des pressions. Donc, on obtient le système suivant, qui, quand on fait tendre mu vers l'infini, c'est-à-dire qu'on impose les deux phases à prendre la même vitesse, on obtient ce système réduit qui est un exemple de système type Bernoulli-Seattle. Un deuxième parti pris, peut-être, au lieu d'imposer l'équation de la continuité des pressions, d'écrire une équation d'évolution pour la fraction massique. Donc cette fois-ci, on a toujours deux lois de pression et donc ça nous ferme le système qui, à nouveau, quand mu tend vers l'infini, on pénalise la différence entre les deux équations et on obtient un système similaire, sauf que la pression, elle est obtenue comme combinaison convexe des pressions dans chacun des deux fluides. Mais on a cette équation supplémentaire ici. Alors, dans cette approche, j'ai pointé déjà cela, on remarque qu'on écrit le système pour chacune des phases, on n'écrit pas les conditions d'interface, et ensuite, une fois qu'on a homogénéisé, on prescrit ces conditions d'interface en écrivant des équations pour les termes
qui nous embêtaient, les termes supplémentaires qui sont apparus. Alors, dans ce que j'ai fait jusqu'à présent, dans mes travaux, ce que je vais expliquer maintenant, l'idée c'était plutôt d'écrire les conditions d'interface au niveau microscopique et de regarder ce que, par les mêmes idées d'homogénéisation, ce qu'on obtenait comme système pour le mélange à la fin. Alors, à nouveau, il manque un petit transparent pour expliquer comment on arrive à ce système-là. Donc l'idée maintenant, c'est que je vais écrire chacune des équations pour chacun des fluides. Alors chacun a sa densité ρ, sa vitesse u, sa pression p. J'introduis x qui est plus, qui est l'indicatrice du domaine occupé par le fluide plus. X moins, c'est 1 moins x plus. Donc on a les équations type Navier-Stokes compressible pour chacune des phases, et je vais supposer, pour simplifier, que les deux fluides ont même viscosité, avec un tenseur de déformation newtonien. Et sous l'hypothèse, on va prendre aussi deux fluides isentropes, et sous l'hypothèse que les densités des deux fluides ne coïncident pas, mais on peut écrire une loi de pression interpolée. C'est ce que je représente par ce diagramme ici. Donc si mon fluide, l'un des fluides a toutes ses valeurs de densité dans cette région, l'autre fluide a toutes ses valeurs de densité dans cette région, on peut créer une fonction qui va interpoler les deux lois de pression pour chacun des fluides. Et donc on va se retrouver avec ce type de loi de pression pour le mélange. Et ce qu'on impose, ce que j'ai oublié d'écrire dans ce transparent, c'est qu'on impose au niveau du mélange continuité des vitesses, ce qui est classique dans ce cadre visqueux, et continuité du tenseur des contraintes de cette quantité de taux. Quand on impose la continuité de ces deux quantités, on peut écrire une équation pour les variables composites. Donc ρ, c'est la densité qui prend la valeur de la phase plus sur le domaine occupé par la phase plus, et la valeur ρ- sur le domaine occupé par la phase moins. De même pour le champ de vitesse et pour la pression. Et donc on peut, au moins dans un sens faible, écrire une équation pour ces quantités, et on obtient une équation type Navier-Stokes pour les inconnus étendus. Alors, on se place dans une cavité bornée à nouveau, donc je complète le système par une condition type Dirichlet homogène sur le bord, mais c'est anecdotique ici. Donc, la question maintenant, c'est comment décrire le mélange. Donc, supposer qu'on a un mélange, c'est supposer qu'au niveau des données initiales, on va représenter qu'on a deux fluides à l'intérieur de la cavité. Donc, remarquez que ici, quand j'ai écrit ce système sous cette forme-là, maintenant j'ai une inconnue ρ, une inconnue u, et puis c'est l'équation pour un seul fluide. Et donc, représenter un mélange de deux fluides dans ce cadre-là, c'est faire des hypothèses sur la donnée initiale qui vont représenter le fait qu'on a un fluide plus et un fluide moins. Et donc, on a une enveloppe ρ+ pour la densité qui correspond à la densité du fluide plus, une enveloppe ρ- qui correspond à la densité du fluide moins, et on va les multiplier par des indicatrices qui vont varier très rapidement avec ce facteur epsilon. Ici. Alors on ne met des variations que sur la densité, on ne met pas de variations sur la vitesse. À nouveau, c'est parce qu'on est dans un cadre visqueux. Et donc, la question maintenant, c'est est-ce qu'on peut passer à la limite dans la suite de solutions, une suite de solutions de Navier-Stokes associées à ces données initiales, et qui sont créées pour chaque valeur de epsilon strict positif, et dans la limite epsilon tend vers 0, retrouver les densités ρ+, ρ-, éventuellement des vitesses u+, u-, qui vont représenter les densités de chacune des phases, les vitesses de chacune des phases, et est-ce qu'on est capable de calculer des équations pour chacune de ces inconnus. Alors pour expliquer, pour motiver une étude multi-D, je vais commencer par un cadre 1D simple. Donc ici, je reprends donc l'équation de continuité juste dans le cadre 1D. Je réécris mon équation des moments dans le cadre 1D où j'ai simplifié la partie transport. Et je garde ma loi de pression.
Et donc associé à mes données initiales où j'ai des fonctions qui varient lentement multipliées par des indicatrices qui varient rapidement, je vais chercher des solutions où la densité va être à nouveau la somme de deux fonctions où je vais avoir une enveloppe qui varie lentement multipliée par des indicatrices qui varient rapidement en temps et en espace. Au niveau de la vitesse, à nouveau, puisque je suis dans un cadre visqueux, je vais supposer qu'au premier ordre, je n'ai pas d'oscillation, mais que je peux en avoir à l'ordre supplémentaire. Et en particulier, le premier ordre, il est calculé de telle façon que la moyenne de la perturbation soit nulle sur une cellule de variation rapide. Alors, hypothèse supplémentaire qui est cohérente avec la construction de ma loi de pression, je vais supposer que les valeurs de la densité du fluide plus et du fluide moins ne s'intersectent pas, que j'ai des densités qui sont éloignées l'une de l'autre. Donc maintenant, je peux mettre cet ansatz dans cette équation-là et identifier les puissances de epsilon. Donc par exemple, si je regarde dans l'équation des moments, en 1 sur epsilon, je vais avoir cette équation qui me relie les dérivées de la perturbation qui varie rapidement à la pression. Et comme on peut supposer, par exemple, qu'on est dans un cadre périodique où U1 varie de façon périodique par rapport à Y, on peut intégrer cette équation directement et on obtient la valeur de DYU1. Alors, quand on regarde à l'ordre 0 dans l'équation des moments, on obtient cette équation qui ressemble à l'équation dont on est parti, modulo que maintenant, on a la densité moyenne et la pression moyenne. Alors, quand je mets des barres ici, c'est que j'ai moyenné par rapport aux variables rapides. Et je peux calculer ces densités moyennes et ces pressions moyennes par rapport aux enveloppes ρ plus et ρ- par ce type d'équation. Alors ici, j'ai le droit de sortir le alpha plus et le alpha moins du P, puisque alpha plus prend la valeur 0 ou 1. Donc j'obtiens ces valeurs moyennes pour la pression et pour la densité. Alors je pourrais obtenir une équation également pour la densité ρ bar, mais le point délicat, comme dans le cadre des équations que j'ai montrées précédemment, c'est d'obtenir une équation sur la fraction massique. Pour obtenir une équation sur la fraction massique, l'idée c'est d'utiliser à nouveau que les densités ont des valeurs qui sont distantes les unes des autres, et donc de multiplier l'équation des moments à epsilon donné par une fonction qui va sélectionner la phase. Donc soit je vais sélectionner ρ+, soit je vais sélectionner ρ-. Donc ça va me donner une équation sur alpha+, que je peux moyenner par rapport à la variable rapide. Donc j'obtiens cette équation de transport dans laquelle j'ai un terme source qui vient des variations rapides de la vitesse et à nouveau de mon indicatrice. Et donc pour clore cette équation, il faut calculer ce terme-là. Et donc c'est la raison pour laquelle on a utilisé le moment d'ordre, l'équation à l'ordre 1 sur epsilon pour calculer DYU1, puisque maintenant que j'ai cette valeur-là pour DYU1, je peux calculer la moyenne après avoir multiplié par alpha+. Donc, en utilisant que alpha plus vaut 0 U1, que alpha plus alpha moins s'annule, puisque là où alpha plus vaut 1, alpha moins vaut 0, que alpha plus au carré était égal à alpha plus parce que alpha plus vaut 1 ou 0, on peut moyenner ensuite et on obtient explicitement cette valeur pour ce terme supplémentaire. Et donc, finalement, on peut clore le système. Donc, je n'ai pas mis l'équation sur la densité, mais le point délicat était d'obtenir cette équation. Et donc, naturellement, dans ce type de système, on obtient une équation de transport sur la fraction massique. Mais quand mu tend vers 0, vous voyez que cette équation pénalise la différence entre les pressions. Donc, à la limite, mu tend vers 0, c'est-à-dire dans le cadre non visqueux, on va retrouver une condition d'égalité des pressions. Alors, donc ça, c'est un calcul formel indé qu'on va essayer de justifier dans le cadre multi-D. Et donc, naturellement, dans le cadre multidimensionnel, la question qu'on regarde, c'est une extension du problème de compacité des solutions des équations de Navier-Stokes compressibles. Donc, je rappelle la question de cette question de compacité, c'est prenez une suite ρ epsilon, u epsilon, à énergie bornée, donc c'est cette condition-là, les équations de Navier-Stokes compressibles, faites tendre epsilon vers 0, et la question c'est est-ce que vous arrivez à extraire une sous-suite de cette suite de solutions qui, à la limite, va être une solution de Navier-Stokes compressible.
Alors dans le cas isentropique, là, ce Q de rho epsilon, il est calculé par rapport à la pression, mais si vous prenez une pression de la forme AZ puissance gamma, ben, vous retrouvez quelque chose qui s'écrit sous la forme une constante fois Z puissance gamma. Alors ce type de question était un préliminaire pour construire des solutions faibles aux équations de Navier-Stokes compressibles isentropiques. Et donc en particulier, ce sont des questions qui ont déjà été largement étudiées par Denis Serre, par Pierre-Louis Lyons ou également par Edward Feiereisel et Ania Petzeltova. Donc je vais rappeler les étapes de cette étude et les variantes qu'on est amené à introduire pour calculer des modèles multiphasiques. Et donc je vais me placer dans le cas où oméga est un ouvert borné et la partie dissipative de l'équation de Navier-Stokes est vraiment elliptique. Donc ce sont le sens de ces deux hypothèses. Et naturellement, puisque je me place dans un cadre énergie finie pour les équations de Navier-Stokes, j'ai des bornes sur la vitesse et sur la pression, qui sont les bornes classiques. Je suis L infini à valeur L2 pour la vitesse, L2 à valeur H1, et le terme en Q de rho là, qui me donnait une borne sur rho epsilon me donne une borne L infini à valeur L gamma. Donc vous voyez ici que le gamma que j'obtiens, il correspond à la loi de pression. Donc cette borne-là me dit que P de rho, elle est bornée L infini à valeur L1. Donc si je suis en train d'essayer de calculer une limite de ce type de fonction, je n'ai pas d'informations a priori qui me disent que la limite de la pression soit également une fonction. Donc la première chose à vérifier, c'est que la pression limite est bien une fonction. Et la méthode classique des travaux que j'ai mentionnés avant, c'est d'utiliser un bon multiplicateur dans l'équation des moments, qui est basé sur la résolution de ce problème de divergence, et qui permet de montrer qu'on a également un petit peu de contrôle d'intégrabilité sur la densité. Elle est bornée dans un espace alpha-gamma, avec gamma qui est explicite par rapport à gamma. Et donc en particulier, vous avez ce contrôle que si gamma est strictement plus grand que 3,5, ce qui va expliquer les restrictions qu'on verra plus tard dans les théorèmes que je vais énoncer. Donc maintenant, on peut extraire des limites faibles pour le champ de vitesse, pour la densité et pour la pression, et on peut passer à la limite dans l'équation de continuité et l'équation des moments. La seule difficulté, c'est de maintenant justifier que la pression est égale à la pression de la densité, qu'on a bien une loi de pression pour la pression limite. Alors c'est une grosse partie du travail pour la construction de solutions faibles aux équations de Navier-Stokes compressibles, et c'est là où on va emprunter un chemin un peu différent. Au lieu d'essayer de justifier cette identité qu'on ne veut pas, on va essayer de regarder si on peut écrire une équation pour la pression. Alors je suis un petit peu, comment dire, je mens un petit peu en disant ça, c'est-à-dire que dans les travaux de Pierre-Louis Lyons et d'Edward Feiereisel, pour obtenir cette identité, il faut calculer une équation satisfaite par la pression. Donc en fait, ce que je vais écrire au début, c'est les mêmes calculs. Et donc l'idée pour calculer une équation par la pression limite P, c'est de multiplier l'équation, d'utiliser une théorie de solutions renormalisées pour l'équation de continuité satisfaite par ρ epsilon, et donc de multiplier cette équation par bêta prime de ρ epsilon pour un bêta prime bien choisi. Ici, à nouveau, je suis un peu prétentieux, je dis que c'est pour toute fonction bêta, alors en fait, il faut des hypothèses sur bêta, notamment qu'elle ne croise pas trop à l'infini. Et donc, en multipliant l'équation des moments par ce bêta prime de ρ epsilon, on peut obtenir ce système dans lequel, maintenant, on peut passer à la limite quand epsilon tend vers 0. Alors, les deux premiers termes ne posent pas de problème parce qu'on a un petit peu de compacité forte sur u epsilon. Et le terme qui va vraiment poser problème, c'est le dernier, car ici, on multiplie des convergences faibles. On n'a a priori que de la convergence faible sur ρ epsilon et sur les gradients de u epsilon. Donc ici, on ne peut pas dire que la limite du produit, c'est le produit des limites. Qu'à cela ne tienne, donc c'est là qu'intervient la propriété la quantité qui s'appelle le flux effectif visqueux. Donc c'est cette quantité lambda plus 2 mu div de u epsilon moins la pression. Quand on prend la divergence de l'équation des moments, on se rend compte que ça se retranscrit en une équation elliptique pour cette quantité. Et donc, on peut s'attendre à avoir un petit peu plus de régularité sur cette quantité
pour n'importe quelle solution, même faible. Et donc, en particulier, une étape clé de la construction de solutions faibles pour Navier-Stokes compressibles, c'est ce type de lemme où on passe à la limite. On montre que la limite de cette quantité, c'est bien le flux effectif visqueux limite multiplié par bêta de ρ. Donc, on a ce type de convergence. À nouveau, ce sont pour des bêtas bien préparés, typiquement à dériver à support compact. Maintenant qu'on a ce type de convergence, on sait que pour passer à la limite dans mon terme produit, il faut que j'introduise cette quantité et que je compense. Et donc je passe à la limite d'un côté avec cette quantité et de l'autre côté avec les termes que j'ai introduits pour compenser. Et donc on trouve à la limite ce type d'équation pour tout bêta. Donc, a priori, ce qu'on espérerait, ce serait de prendre bêta égale P dans cette équation pour avoir une équation pour la pression limite. Malheureusement, si vous faites ça, vous obtenez effectivement des termes, si vous prenez P égale A à Z puissance gamma, comme ce que j'ai fait jusqu'à présent, vous avez effectivement une équation qui ne met en jeu que P ici, mais ici, vous allez avoir P au carré et la limite de P carré. Donc si vous voulez avoir une équation pour P, il faut aller chercher une équation sur P carré. Puis si vous amusez à mettre P carré dedans, il va falloir aller chercher une équation sur P cube, et ainsi de suite. Donc vous ne pouvez pas clore le système avec juste une équation sur P. Vous êtes obligé d'écrire une famille d'équations qui va mettre en jeu toutes les puissances de P. Et donc pour réécrire le système complet, une manière de faire, c'est d'introduire les mesures de Young. Donc c'est une manière de gérer en même temps toutes les équations satisfaites par les limites de bêta de ρ epsilon. Et donc on peut, dans un cadre purement abstrait, dire que les bêtas de ρ epsilon, donc à la limite, ça donne des bêta bars. Et en fait, ça définit une mesure sur 0t croix oméga. Donc ça, c'est mon ouvert en espace-temps. C'est ce que je suis en train de considérer comme domaine pour la résolution de mon EDP. Et ça, c'est les valeurs que peut prendre la densité. Donc naturellement, pour calculer la limite des bêtas de ρ epsilon, il s'agit d'introduire ces mesures, appelées mesures de Young. Et donc l'équation que j'écrivais juste avant se retranscrit en une équation supplémentaire qui a cette forme-là. Alors, donc là, c'est le système complet qu'on obtient pour les limites de solutions d'équations de Navier-Stokes compressibles, sans supposer qu'elles sont bien préparées initialement et de telle façon qu'à la limite, on retrouve la loi de pression. Donc ici, on se permet des oscillations initiales, et donc on peut décrire la limite en rajoutant cette équation aux équations de Navier-Stokes compressibles à la place de la loi de pression. Alors, juste une petite remarque pour vous garantir que je n'écris pas de bêtises. Ici, je suis en train d'écrire des produits. A priori, j'ai écrit juste que nu était une mesure. U, ça va être une fonction L2 à valeur H1. Ce n'est pas très continu. Mais en fait, j'ai un peu plus de régularité pour ma limite nu, notamment ici, si vous remarquez, quand je teste sur des fonctions tensorisées, donc bêta de z fois une fonction de l'espace et du temps, j'obtiens ce type de limite, et ici, bêta bar va être une fonction L infinie. Donc typiquement, dans ce type de relation, je vais pouvoir avoir beaucoup plus de fonctions test, et en particulier des fonctions L2 à valeur H1. Donc je peux donner un sens à ces produits ici. Alors ici, c'est un peu plus compliqué aussi parce que je suis obligé de taper contre xip. Et a priori, xip, ça diverge à l'infini. Mais en fait, on peut donner un sens à ce produit-là en multipliant par des fonctions test, à nouveau, dont la dérivée est à support compact, en z. Donc ça, on peut le justifier de manière complètement rigoureuse à l'aide des résultats suivants, en partant de solutions faibles à l'alliance pour le problème Navier-Stokes compressible. Et à nouveau, il y a toujours une phase formelle ici, c'est que si je veux écrire mon système multiphasique, il faut que je suppose que, étant partie de solutions de données initiales pour mes mesures de Young qui sont concentrées sur 2 Dirac, 2, ou je peux même en mettre 3 ou 4, alors, en temps court, ma solution va rester concentrée sur un nombre fini de Dirac. Et donc, si je fais ça, je peux écrire une équation pour alpha plus, alpha moins en supposant une hypothèse de séparation pour ρ plus et ρ moins, et j'obtiens ce type de système. Donc ici, vous retrouvez
l'équation de la partie Navier-Stokes compressible. Et ici, c'est la transcription de l'équation sur nu. Mais la faiblesse de cette analyse, qui est quelque chose que j'avais proposé dans ma thèse, c'est que on peut justifier correctement le passage aux mesures de Young, c'est-à-dire au slide précédent, mais le passage des mesures de Young à cette équation est formel, puisqu'il demande de supposer que je peux écrire ma mesure de Young sous cette forme-là. Alors j'avais fait une série de calculs pour justifier, dans l'esprit des travaux de Pierre-Louis Lyons, dans le cas de construction des solutions faibles pour Navier-Stokes compressible, que si on partait d'un truc qui était concentré sur 2 Dirac, alors on restait concentré sur 2 Dirac. Moralement, dans la construction de solutions faibles pour Navier-Stokes compressible, à la fin, il s'agit de montrer que si on part sur quelque chose qui est concentré en 1 Dirac, alors on reste concentré sur un seul Dirac. Il n'y a pas de création d'oscillation à l'intérieur du fluide. Et l'idée, c'était d'étendre ces résultats-là dans le cas où on part d'oscillations qui sont concentrées sur un nombre fini de Dirac. Donc j'avais fait des calculs qui permettaient de justifier, mais ça restait à nouveau formel. Et en fait, il se trouve que donc là, oui, j'ai oublié de dire, donc à nouveau, si vous faites tendre maintenant lambda mu vers 0, vous allez pénaliser la différence entre les pressions. Et donc, à la limite, vous allez retrouver l'équation Bernoulli-Nunziato avec égalité des pressions, qui est le système que j'avais écrit dans la première partie de mon exposé. Donc, les calculs que j'ai présentés jusqu'à présent, vous pouvez les justifier, toute la partie jusqu'aux mesures de Young, vous pouvez le justifier dans le cadre solution faible de Navier-Stokes. Donc, c'est le résultat dû dans un cadre d'abord à Pierre-Louis Lyons, puis dans le cadre plus général à Edward Feiereisel, Anthony Novotny et Anja Petzeltova. Donc, si vous supposez une loi de pression telle que l'exposant est plus grand que 3,5, alors vous pouvez construire des solutions globales pour le problème de Navier-Stokes compressible avec des données initiales dans L gamma, et cette partie-là doit être dans L2. Racine de ρ0 U0 doit être dans L2. Alors, dans ce cadre-là, on peut justifier l'étude de compacité et la construction des mesures de Young. Mais on ne peut pas justifier la décomposition de la mesure de Young sous une forme de combinaison convexe de Dirac. Et donc, pour faire ça, une observation qui est due à Didier Brech et Xiangdi Wang, c'est qu'on peut se placer dans le cadre de solutions semi-fortes dues à David Hoff d'une part et Benoît Desjardins. Donc ici, je mentionne le résultat de Benoît Desjardins. Et donc, ce type de solution est construite pour des données initiales un petit peu plus régulières, c'est-à-dire que vous allez supposer que la densité initiale est L infini, bornée, mais que votre champ de vitesse est un peu plus régulier, il est H1. Donc vous pouvez vous autoriser des oscillations de densité, vous avez juste une borne à l'infini, mais par contre vous tuez tout ce qui est oscillation au niveau de la vitesse, vous demandez quelque chose de beaucoup plus fort. Alors vous pouvez construire localement en temps, donc c'est le résultat de Benoît Desjardins, des solutions à ce système qui vont propager un petit peu de régularité, donc notamment le gradient de U va rester L infini L2, donc à nouveau pas d'oscillation de vitesse, et par contre vous avez juste une borne L infini sur la densité. Et donc, vous pouvez, a priori, propager des oscillations dans ce type de solution juste pour la densité. Et un point crucial de ce résultat, c'est que le temps d'existence ne dépend que des normes associées des données initiales. Donc, ce cadre-là semble se prêter mieux au calcul de solutions avec des mesures de Young concentrées sur plusieurs Dirac. Et effectivement, c'est le résultat qu'on a obtenu avec Didier Brech, qui était une seconde version d'un premier résultat obtenu par Didier Brech et Xiangdi Wang. Et donc, ce résultat est le suivant. Vous vous placez dans un cadre de données initiales à nouveau bornées. Donc, les densités sont bornées à l'infini et les champs de vitesse initiaux sont bornés dans H1. Vous avez une borne par en dessous également sur la densité pour vous placer loin du vide, ce qui est connu comme pouvant poser un problème dans Navier-Stokes compressible. Et donc vous supposez qu'à la limite, les mesures de Young associées aux densités initiales se concentrent sur 2 Dirac.
Alors, dans le cas où vous avez une loi isentropique, suite au théorème que j'écrivais juste avant, vous savez que vous avez existence de solutions à chaque étape n sur un temps qui ne dépend pas de n. Et vous pouvez justifier que les mesures de Young vont converger vers des mesures de Young concentrées sur de Dirac et qui vont être solutions du système que j'avais dérivé à partir de mesures de Young d'une façon formelle. Donc en fait, l'ingrédient qui manquait par rapport aux solutions faibles, donc la dérivation avec des solutions juste faibles, c'est le fait notamment que la divergence de toutes ces solutions, et donc de la solution limite, dans le cadre que je viens de présenter, elle est L1 à valeur L infinie. Et donc ça nous donne de l'unicité dans tous ces problèmes de transport en appliquant la théorie de Dipernalions. Donc la méthode maintenant pour montrer le théorème que j'ai montré juste avant. Donc il y a une première partie qui consiste à montrer qu'on a une borne uniforme sur les divergences de UN dans cet espace et montrer qu'à la limite on a le même type de contrôle. Contrôler le support des mesures de Young, montrer qu'on ne grandit pas trop et on ne se rapproche pas du vide en temps court. Ensuite, donc, une fois qu'on a ça, on peut passer à la limite, comme dans le cas des solutions faibles. Donc, on va avoir des mesures de Young, on va avoir une densité limite, on va avoir une pression limite et une vitesse limite. Et une fois que la pression limite et la vitesse limite sont données, on peut résoudre le système dont on sait que devrait résoudre une mesure de Young concentrée sur un nombre fini de Dirac. Donc, on peut résoudre ce système et construire des solutions qui restent bornées en temps court. Et après, c'est un problème d'unicité fort faible. C'est-à-dire qu'à partir de ces fractions massiques-là et de ces densités-là, on peut construire une mesure de Young qui va satisfaire la même équation que la mesure de Young limite. Et donc, il s'agit de montrer qu'on a un principe d'unicité pour l'équation au niveau des mesures de Young. Et c'est là, à nouveau, que le fait que notre divergence U, elle est L1 à valeur L infinie, va être crucial pour utiliser des outils type Dipernalions. Donc voilà ce que je voulais raconter sur le cadre compressible. Donc, suite à ces travaux, on observe qu'on est capable de justifier des modèles type Bernoulli-Nunziato qui sont utilisés dans la pratique. Alors ici, on est dans un cas de visqueux, donc c'est une relaxation pour le problème hyperbolique qu'on obtiendrait quand lambda et mu tendent vers 0. Donc ça fournit un procédé d'approximation du problème hyperbolique limite. Et une question, ce serait de voir si on ne peut pas reproduire au niveau de ce système-là des petites oscillations de vitesse. Donc l'idée, ce serait de faire tendre en même temps que K, lambda, en même temps que n tend vers l'infini, dans le cadre de ce théorème, faire tendre lambda et mu vers 0. Alors pour l'instant, on n'est pas allé au bout des calculs, mais bon, il y a déjà plusieurs travaux sur ce problème-là. Et donc, notamment, il y a un espoir de s'en sortir en reprenant les études de Christophe Chevry sur ce type de problème. Donc, je vais passer maintenant à la partie mésoscopique. Donc ici, ce que j'ai montré, c'est comment passer d'un modèle micro où on a deux fluides à un modèle macro avec un mélange de fluides. Dans la deuxième partie, du coup, on a une phase dispersée à l'intérieur d'un fluide. Et donc, la phase dispersée, pour simplifier, on va supposer que ce sont des petits solides qui sont guidés par la dynamique de Newton. Et donc, le type de système limite auquel on voudrait aboutir, c'est un système type Vlasov-Navier-Stokes, qui a notamment été étudié par Laurent Boudin et quelques collaborateurs, qui est une équation sur la fonction densité de particules et le champ de vitesse du fluide et la pression, où vous avez donc ce type d'équation pour la densité de particules avec une équation de Navier-Stokes qui est forcée par un terme, ici ce n'est pas un forçage, c'est plutôt une dissipation supplémentaire qui est due à la différence entre la vitesse dans le fluide et la vitesse au niveau des particules. Et ce type
de terme. Si vous regardez dans la littérature, il est justifié en utilisant les lois de Stokes pour la résistance d'un fluide sur une sphère en mouvement à l'intérieur du fluide. Alors, donc ce système-là, on n'est pas capable de le justifier encore aujourd'hui, mais il y a des travaux sur un certain nombre d'autres de variantes simplifiées de ce type de système, alors que ce soit dans le cadre non visqueux ou dans le cadre visqueux. Et ce type de question, donc de justification d'un modèle mésoscopique pour les interactions entre un fluide et un nuage de particules, est en lien direct avec des calculs de viscosité effective. Donc l'idée ici, c'est qu'au lieu de vouloir décrire précisément ce qui se passe à l'intérieur du nuage, on va regarder le fluide en disant que le nuage de particules va modifier sa viscosité. Donc ce sont des calculs relativement... C'est une idée qui date de relativement longtemps et qui est encore étudiée aujourd'hui. Et une deuxième question reliée à ce type de problème, c'est des problèmes d'identification de régimes dilués. En particulier, donc, quand vous allez vouloir décrire le comportement du nuage de particules à l'intérieur du fluide, il va falloir comprendre comment les particules interagissent entre elles à travers le fluide. Et c'est typiquement ce qu'essayent de faire les gens qui répondent à ce type de questions, où vous essayez d'identifier des séparations entre les particules, de telle façon que le comportement d'une particule est le même que s'il n'y avait pas les autres. Donc ces calculs sont sur des optiques légèrement différentes, mais sont fortement reliés à ce type de questions. Donc, comme je le disais juste avant, pour l'instant, on ne sait pas faire la justification avec les équations de Navier-Stokes complètes. Et une étape préliminaire, avant d'ajouter la complexité non linéaire de Navier-Stokes, c'est de comprendre l'influence des opérateurs visqueux. Et c'est typiquement l'objectif de ce papier par Laurent Devidel, François Gols et Valeria Ricci, sur lequel je vais me concentrer maintenant. Et pour éviter d'écorcher les noms, je vais appeler ce papier DGR par la suite. Alors, dans ce papier, est étudié le problème suivant. Vous prenez une cavité à l'intérieur bornée dans l'espace et vous vous donnez une famille de centres, n centres. Et ce que vous allez faire, c'est résoudre le problème de Navier-Stokes à l'extérieur de ces boules, des boules en ces centres de rayon 1 sur n, quand vous vous donnez des constantes comme données sur chacun des bords des boules. Donc ici, j'ai noté boule de centre xi et de rayon 1 sur n. C'est ce que je note BI juste après. Alors, quel est le lien avec le problème dont je suis parti? Ici, il faut imaginer que vous avez un fluide qui est très visqueux, de telle façon qu'il s'adapte instantanément aux vitesses des particules qui sont à l'intérieur. Et donc, vous vous retrouvez avec la résolution d'un système stationnaire pour décrire le comportement du fluide. Et donc, au lieu de regarder le problème en temps, vous regardez en chaque instant quelle est la réponse du fluide aux vitesses imposées par chacune des particules à son interface, qui sont représentées ici par... Donc, les particules sont représentées par les boules de centre xi de rayon 1 sur n, et les VI, ce sont les vitesses de translation des particules. Alors, on met un comportement simple, pour l'instant, pour les particules, et donc on va mettre juste des VI constants, pas de rotation. Et donc la question, c'est, sous ces hypothèses que je vais détailler dans 30 secondes, est-ce qu'on peut passer à la limite dans ce système en se donnant, quand on se donne les VI et qu'on se donne les XI? Alors pour pouvoir passer à la limite, il faut un certain nombre d'hypothèses. Donc il y a des hypothèses, je dirais, physiques, qui sont d'une part que l'énergie cinétique associée aux vitesses des particules doit rester uniformément bornée en fonction de n, et aussi qu'elles décrivent un comportement asymptotique cohérent que vous allez pouvoir décrire par une mesure absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue. Donc ça, c'est la mesure empirique associée à la position et la vitesse des particules dans l'espace des phases. Donc vous prenez en même temps les vitesses et les positions des particules. Et donc vous regardez, vous supposez que la mesure limite est suffisamment régulière. Alors ici, j'impose directement, je n'ai pas précisé ce qu'était F.
Et en fait, je suis un petit peu plus contraignant que ce qu'il y a dans le papier dans le DGR, à savoir que dans ce papier, il n'impose une convergence qu'au niveau des moyennes en V, et pas au niveau vraiment de la mesure en X et en V. Donc ça, ce sont des hypothèses naturelles si vous voulez pouvoir parler de limites pour ce type de système. Et il y a une hypothèse technique supplémentaire qui est que les particules sont suffisamment éloignées les uns des autres, avec une distance qui est très très grande par rapport à leur rayon. Je rappelle que les boules sont de rayon 1 sur n, et ici, on suppose que les distances entre les particules est de l'ordre de 1 sur n puissance 1 tiers. Donc c'est vraiment quelque chose, un éloignement conséquent par rapport à la taille des particules. Et donc, sous ces hypothèses-là, donc ce que montrent Laurent Desvillettes, François Gols et Valeria Ricci, c'est qu'on peut passer à la limite dans le champ de vitesse. On obtient une limite dans H10 d'oméga, et que cette limite, elle est décrite par un système type Stokes-Brinkmann. Donc vous avez l'opérateur de Stokes ici, et ici une force de dissipation qui va dissiper la différence de vitesse entre la vitesse du fluide et la vitesse moyenne des particules. Et donc la preuve dans ce papier est basée sur une représentation assez fine des solutions pour les distributions des centres des particules et des vitesses des particules. Et cette représentation, elle est basée sur la Stokeslet. Donc la Stokeslet, c'est ce qui résout le problème de Stokes à l'extérieur d'une boule en dimension 3, quand vous donnez une vitesse V constante sur le bord de la boule. Donc, grosso modo, ce que montrent les auteurs dans ce papier, c'est que le champ de vitesse dans la solution du problème de Stokes à l'étape n, il peut être vu comme une combinaison des Stokeslets centrées en chacune des positions, en chacun des centres des particules, avec la vitesse associée à chacune des particules. Donc, il y a cette première idée. Et la deuxième idée, c'est d'utiliser ce type de correcteur pour passer à la limite dans la formulation faible pour Stokes. Pardon. Ici, si vous prenez n'importe quel phi, donc ça c'est C infini à support compact à divergence nulle dans oméga. Donc pour écrire un système type Stokes, il faut passer à la limite dans ce type de quantité, qui est la formulation faible pour l'équation de Stokes. Et donc ça, vous ne pouvez pas le faire à l'étape n, parce que si vous prenez n'importe quel phi dans cet espace-là, il ne va pas être une bonne fonction test pour votre équation de Stokes à l'étape n, et donc il faut la corriger avec un correcteur qui est une adaptation de cette construction. Et donc, comme dans le cadre compressible, ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est une alternative à cette méthode pour obtenir un résultat similaire et qui permet d'espérer d'obtenir certaines extensions. Et donc, ce résultat, il est basé sur une approche variationnelle du problème de Stokes. Si vous vous placez à l'étape n avec les positions des particules et les vitesses des particules données, la solution du problème de Stokes satisfait un problème de minimisation. Il minimise l'énergie H1 homogène de tout champ de vitesse fluide parmi les champs de vitesse à divergence nulle qui satisfont les bonnes conditions au bord sur les domaines occupés par les particules. Et donc si vous voulez par exemple obtenir une borne sur les UN indépendamment de n, il suffit de construire un bon relèvement de cette condition au bord dans cette classe-là. Et le relèvement, il est immédiat, vous tronquez, donc ça, le rotationnel de cette fonction, de ce potentiel, vous donne la fonction constante VI, et donc vous l'étendez par une bonne fonction de troncature qui va tronquer entre une distance 1 sur n et une distance 2 sur n. Et avec ce type d'éléments, vous obtenez immédiatement une borne sur la solution du problème de Stokes en 1 sur n, la somme des modules des VI au carré, et comme vous supposez cette quantité-là bornée indépendamment de n, vous avez une borne sur les UN. Et remarquez que pour construire cette fonction, je n'ai pas besoin d'avoir une distance qui est de l'ordre de 1 sur n puissance 1 tiers, il suffit que j'ai une distance qui soit grande de 21 sur n pour pouvoir dire qu'à partir d'un certain moment, je peux construire cette fonction-là. Et que les supports de ces fonctions ne vont pas se voir les uns les autres. Donc je rappelle juste, avant de rentrer dans une partie plus calculatoire, la construction de Rn. Donc Rn, c'est la distance minimale entre deux particules, et je suppose qu'elle est plus grande devant 2 sur n puissance 1 tiers. Et ce que je vais noter, CIN, c'est un anneau autour de la boule de centre Xi, de rayon 1 sur n,
et qui va être de rayon cette distance sur 2. Donc typiquement, ça va être de rayon 1 sur n puissance 1 tiers. Donc c'est l'anneau autour de la particule de fluide, de chacune des particules. Donc une fois qu'on a cette borne, on peut passer à la limite dans ce type de quantité. Et ce qu'on veut faire pour obtenir un système type Stokes à la limite, c'est calculer, passer à la limite dans ce type de quantité pour n'importe quelle phi. C'est infini à support compact et à divergence nulle sur oméga. Maintenant, comme UN est solution du problème de Stokes, on sait que si à l'intérieur du domaine oméga privé des BI, on sait que si deux fonctions ont la même valeur au bord des BI, pour tous les BI, alors cette quantité-là ne dépend pas de la fonction. Donc typiquement, au lieu de calculer cette quantité avec gradient phi, je vais introduire une bonne fonction test associée à ce phi, qui consiste à résoudre le problème de Stokes sur chacun des anneaux que je viens de présenter, en prenant la condition au bord phi sur le bord de BI et 0 à l'extérieur de mon anneau. Et donc en particulier, ce phi-là, il satisfait les mêmes conditions, la somme des phi, pardon, satisfait la même condition au bord que phi, et donc l'intégrale ici, c'est la somme des intégrales tapées contre chacun des phi. Ensuite, on peut remarquer que comme cette boule elle est de taille 1 sur n, phi de x, en fait, c'est grosso modo phi de xi. Donc je ne vais pas faire une grosse erreur si je remplace phi i par un phi tilde i qui, au lieu d'avoir la valeur au bord phi de x, prend la valeur phi de xi. Donc une fois que je suis passé par les phi, je peux remplacer phi par phi tilde i, phi i par phi tilde i, et majorer cette erreur. Et en fait, on peut montrer que tant que les distances entre les particules est très très grande devant 1 sur n, on fait une erreur qui est petite. Elle est de l'ordre de 1 sur racine de n. Maintenant, je vais regarder chacune de ces intégrales. Et je vais utiliser que phi tilde i est solution du problème de Stokes. Donc en particulier, je peux intégrer cette quantité-là par partie en introduisant la pression associée à phi tilde i. Et donc ce faisant, je peux utiliser la condition au bord satisfaite par U, et le terme de bord sur le bord de la boule va me faire apparaître la force, une quantité, qui est la force induite par l'écoulement associé à phi tilde i sur l'obstacle, fois la vitesse de la boule BI. Donc en fait, c'est cette intégrale-là, mais sur la boule de centre xi et de rayon 1 sur n, exactement, dans laquelle je remplace un par vi, puisque je sais que sur la boule de centre xi et de rayon 1 sur n, un vaut vi. Donc ça me donne cette quantité-là. Maintenant, j'ai ce terme sur le bord extérieur qu'il faut que je gère. Mais à nouveau, comme je suis sur une boule au niveau macroscopique, la boule de centre xi et de rayon Rn, elle est très très proche de xi. Donc un, ça va être grosso modo la valeur au centre. Si un était régulier, ce serait la valeur au centre. Donc au lieu de prendre un ici complètement, je vais remplacer un par une moyenne de un, à préciser. Et donc je vais avoir l'intégrale de cette quantité scalaire, une constante. Et une remarque ici qui est importante, c'est que le problème de Stokes, c'est la conservation du tenseur des contraintes. Donc l'intégrale sur le bord intérieur de ce tenseur des contraintes est égale à l'intégrale sur le bord extérieur. Donc la quantité ici, quand je remplace un par sa moyenne que je le sors, il va me rester une intégrale qui en fait est la même que cette intégrale ici. Donc j'ai vraiment la différence entre cette intégrale testée contre la vitesse VI, moins cette intégrale testée contre la moyenne de U. Maintenant, comme je prends des sphères et que, les sphères vont être très très éloignées les unes devant les autres, ce qui va me jouer le rôle de cette valeur-là, c'est 6pi fois phi de xi. C'est la valeur de Stokes pondérée par un facteur 1 sur n qui prend en compte la taille de la sphère. Donc ici, j'ai 6pi sur n fois vi moins la moyenne de ui. Et donc toute la difficulté ici est de choisir la taille du domaine sur lequel on prend la moyenne de u. Et cette taille dépend du fait qu'on a un contrôle juste h1 sur u et pas un contrôle dans C0. Si j'avais C0, je pourrais prendre n'importe quelle taille ici. Mais il faut que je prenne la taille d'un domaine de telle façon que quand je vais combiner toutes ces forces, donc c'est cette quantité ici, j'obtienne quelque chose qui est une forme linéaire continue uniformément en n sur h1,0.
Et donc, il s'avère que la taille de CIN qu'il faut prendre, ben, c'est quelque chose qui est de l'ordre de 1 sur n puissance 1 tiers. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, la moyenne de UN que je prends, c'est la moyenne sur toute la sphère. Et c'est aussi ce qui justifie que ces anneaux-là doivent être de taille 1 sur n puissance 1 tiers, de façon à ce qu'ici, j'ai quelque chose qui reste borné indépendamment de n. Ce produit ici reste borné. Et donc, cette quantité-là est contrôlée par la norme, quand je fais la somme sur I, c'est contrôlé par la norme L1 de UN, qui est donc contrôlée par sa norme H1, et j'obtiens quelque chose de continu. Donc, à nouveau, ici, j'ai fait une approximation en remplaçant UN par UN bar I, et il faut justifier que ceci me donne un terme petit quand je somme sur I. Et là, c'est une approche classique où on va étendre UN, on va la tronquer et puis rattraper la divergence. Et donc, c'est comme ça qu'on justifie que ce terme de reste-là est également petit. Donc, avec cette approche-là, on fait bien le distinguo entre l'hypothèse de séparation des particules plus grande que 1 sur n, parce qu'on veut avoir que cette force-là soit bien la force pour une sphère unique, et ça implique que les distances soient grandes devant 1 sur n. Et cette hypothèse que la distance soit plus grande que 1 sur n puissance 1 tiers, qui est la condition requise pour arriver à construire un opérateur de moyenne qui soit continu sur H10. En particulier, dans cette approche-là, on n'utilise absolument pas la Stokelet, et donc tous les contrôles sont des contrôles par des arguments variationnels. Et donc je peux faire le même type de calcul avec des obstacles de forme quelconque. Et en particulier, je peux le faire avec, au lieu de mettre une seule sphère dans chaque boule de centre xi et de rayon 1 sur n, je peux en mettre deux. Et si j'en mets deux, ce Fn-là va être changé. Je ne vais plus avoir le 6π, mais je vais avoir la force associée à un écoulement autour de deux sphères qui vont à la même vitesse. Et donc en particulier, le terme que je vais obtenir ne sera plus 6πρ, mais ce sera une autre quantité, donc ce qui justifie qu'on ne peut pas aller au-delà de l'hypothèse distance plus petite que 1 sur n. Par contre, l'hypothèse distance plus petite que 1 sur n puissance 1 tiers a l'air optimale. Donc les extensions, suite à ce premier petit calcul, ce qu'on peut espérer faire, donc comme je viens de l'expliquer, c'est de regarder ce qui se passe au niveau du Stokes pour des obstacles de forme arbitraire, et puis rajouter de la rotation, puisque prendre en compte, montrer que cette rotation a un effet sous-dominant, c'est quelque chose qui n'est pas complètement clair. Et ensuite, regarder ce qui se passe quand, au lieu de prescrire les positions des particules et les vitesses de chacune des particules, ben, on se les donne, on les considère comme des variables aléatoires. Et enfin, donc ça c'est un thème de discussion en particulier avec Mark Wilkinson qui est au Courant Institute. Et au niveau de l'équation, donc là ce qu'on sait faire pour Stokes pour l'instant, c'est juste comprendre l'action des particules sur le fluide, mais on n'a toujours pas calculé l'action du fluide sur les particules. Donc notamment, on n'a pas calculé l'équation de Vlasov. Donc une première perspective qui est un sujet de discussion avec Ayman Moussa et Frank Suhr, c'est de calculer l'équation de Vlasov associée au problème de Stokes qu'on vient de considérer, et dans un espoir fou d'arriver à aller jusqu'au problème complet en incluant les termes inertiels dans l'équation fluide. Voilà, je vous remercie pour votre attention.